Dans la télé d'ici, encore une fois, on s'intéresse à l'immobilier et particulièrement à la question des loyers. On va essayer le temps d'1h05 de poser toutes les questions que vous vous posez légitimement avec trois invités. Marius Komoué, qui lui est un habitué de la maison, on peut le dire ainsi, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, Nelly Domoro Adobi, directrice générale de l'agence Kalimba, et Stéphane Afro, qui nous revisite, directeur général de Kedan Real Estate and Infrastructure, ou on devrait dire infrastructure, pour un peu franciser cette affaire. Le kiff du jour à retrouver au cours de cette émission avec l'INSEE. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce soir, la bulle immobilière dans la télé d'ici avec nos invités. Le rendez-vous, vous le connaissez, c'est tous les soirs du lundi au vendredi dès 18h40 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors ce soir, on va parler de bulle immobilière. Pour faire moins pédant, on va parler en fait des loyers donc des maisons. C'est bien ça, l'INSEE? D'accord. Marius Komoué, bonsoir, bienvenue. Bonjour, heureux de me retrouver sur le plateau comme d'habitude. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la télé d'ici. Rassuré. D'accord. J'ai envie de poser une question. Je me doute bien de la réponse. Je la pose quand même. Est-ce que les loyers sont élevés en Côte d'Ivoire du point de vue enfin pas du syndicalisme, mais enfin du consommateur que vous êtes? Non mais croyez-moi, cette question même déjà a fait sauter de leur salon les usagers qui nous suivent. Hein. D'accord. L'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent se demandent si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire en posant une telle question. Je ne sais pas, je pose mais la question. Soyez rassurés, on en parlera tout à l'heure et croyez-moi, c'est un boom en matière du coût du loyer. D'accord. Et nous en souffrons beaucoup, croyez-moi. C'est vrai? Oui, bien sûr. Nelly Domoro Adobi, bienvenue. Merci de l'invitation, bonjour. Vous en souffrez aussi, vous? Non. Alors, nous sommes agence immobilière, donc nous avons l'habitude de traiter ces transactions commerciales. OK. Et donc vous avez le beau rôle ou le mauvais rôle? Ça dépend de la question. De la question, tout à fait. D'accord. On va revenir à la question. Vous allez comprendre pourquoi. Stéphane Afro, bienvenue. Bienvenue. Merci. Merci de répondre encore une fois à l'invitation de la télé d'ici. Merci. On garde en mémoire en tout cas ces interventions très fructueuses lors de votre premier passage. Et on essaiera donc d'en savoir un peu plus sur globalement le sous-secteur de l'immobilier. Je suis disponible. Voilà. L'INSEE, ça va? Très bien, merci. Pierre, ça va? Très bien, merci. Les loyers sont exorbitants ou pas, de votre point de vue? Oui. Moi, oui. L'INSEE catégorique. Oui, enfin, j'ai l'impression que parfois on avoisine... nous sommes une grande capitale, mais on avoisine Paris, New York. Parfois, c'est même un peu plus élevé et je trouve ça... en termes de loyer, de location, je trouve ça vraiment exorbitant. D'accord, on va essayer de confronter tout à l'heure avec les avis des experts et ils nous diront si on est aussi cher que Paris ou pas. Pierre, loyer raisonnable ou pas? Loyer élevé. Après, je pense qu'ils seront d'accord de mettre beaucoup de choses sur la table. La zone où l'on se trouve, les infrastructures qui sont autour, et voilà. Les mètres carrés aussi, je pense. D'accord. Peut-être élevé, mais... OK, il faut tenir compte des volumes. OK, Marius Komoué, alors, du coup, il faut peut-être nuancer la réponse que vous vous apprêtez à donner. Ah non, du tout. Pas du tout. Quelle que soit la zone dans laquelle l'on se situe, il faut d'abord tenir compte du pouvoir d'achat de l'Ivoirien. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le salaire de l'Ivoirien moyen, est-ce qu'il a la capacité de s'acquérir une maison, même en location? Je ne parle même pas d'acquisition. Acquérir une maison pour son habitation personnelle. Mais je parle même de location d'une maison, pas d'achat d'une maison. Déjà, ça, c'est un parcours de combattant. Mais là encore, faut-il que... Parce que tout être humain, quoi qu'il fasse, aspire un jour à avoir un chez-toi, un chez-soi. Et cela, donc, suppose des économies. Mais est-ce qu'avec ce que nous gagnons, mensuellement, nous pouvons aujourd'hui prétendre avoir un toit comme l'ont été nos aînés sous la politique de l'ère dévancier et plus précisément sur la politique du président Houphouët-Boigny, avec cette floraison de sociétés de construction immobilière que nous avons connues par le passé et qui avait donné vraiment fière allure
à la Côte d'Ivoire en matière immobilière. Je vais parler de la SICOGI, du groupe Sogefia, de la Sogefia, du GFCI et de toutes ces structures immobilières, la CIPIM, SOPIM et autres. Aujourd'hui, on parle des quartiers SICOGI, on parle de quartiers GFCI, groupement foncier, on parle de ces... Mais en dehors de ça, de nos jours, en tant que jeune cadre, ou même simple citoyen lambda, fut-il un footballeur pour prendre nos téléspectateurs qui nous suivent, est-ce qu'ils peuvent avoir une maison, peuvent prétendre avoir une maison? Alors la question est... D'accord. Stéphane Afro, est-ce qu'en amont, quand on construit, quand on lance des opérations immobilières, on tient compte des bourses en face? Oui, on tient compte des bourses en face parce que on construit pour des clients. On construit pour les clients, donc on est obligé de tenir compte des bourses en face. Ce que Marius dit, M. Komori dit, c'est un problème beaucoup plus général. Je pense qu'on aura le temps d'aborder... Nous y sommes, allons-y. beaucoup plus général. Je vais faire un comparatif. Il y a 50 ans, la Côte d'Ivoire, Cocody a édifié le Val d'Oyen. Cela. Les maisons étaient sur 100 mètres carrés à destination des classes moyennes supérieures. Aujourd'hui, les classes moyennes supérieures veulent des terrains de 300 mètres carrés. Le séjour salle à manger était de 25 mètres carrés au Val d'Oyen. Maintenant, à 40 mètres carrés, on estime que le séjour salle à manger est trop petit. D'accord. La chambre principale faisait 11 mètres carrés. Aujourd'hui, si vous faites une maison avec moins de 20 mètres carrés en chambre principale, les gens estiment que c'est trop petit. D'accord. Donc, il y a un changement d'habitude de consommation qui a un prix. Et les besoins ont changé également. Il y a un prix. Le foncier a un prix. Et tout ça se résume dans le coût final de la maison. Oui, mais on a l'impression que, en fait, les coûts vont grandissant et c'est jamais dans l'autre sens. Depuis la nuit des temps, l'immobilier croît aussi vite, sinon parfois plus vite que l'inflation. Que vous soyez à Paris, à New York ou à Abidjan. C'est inévitable? Irréversible? Non, parce que c'est un patrimoine important dans le patrimoine des gens. Et donc, forcément, il y a toujours un marché là-dessus. Et donc, les endroits les mieux situés, les endroits où le cadre de vie est agréable, vont connaître une croissance des prix plus importante. Comment vous expliquez cette croissance? Est-ce que quelque part, il n'y a pas de la surenchère? Non, je pense que c'est un peu ça aussi la préoccupation. Peut-être la surenchère, mais il faut se rappeler l'histoire du pays. Globalement, entre, disons, les années 96, 97 et 2012, on est resté bloqué. Mais la population ne s'est pas arrêtée, les besoins ne se sont pas arrêtés. On a cessé d'investir dans les infrastructures. Donc, forcément, on arrive aujourd'hui à des endroits où des infrastructures existent et où il y a plus de clients potentiels. Donc, forcément, le prix va s'en ressentir. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à la forte demande ou c'est dû plutôt à la rareté des espaces de construction? L'immobilier et les infrastructures sont parfaitement corrélés. D'accord. Ils sont parfaitement corrélés. OK. Si vous êtes dans une ville comme Abidjan, où le temps de transport et lieu de domicile, là où le temps est le plus faible, les prix ont grimpé. Si aujourd'hui, vous cherchez à habiter dans le cœur de Cocody, vous allez avoir des loyers pour des 3 pièces à 500 000. D'accord. Parce que si vous travaillez au plateau, vous êtes à 15 minutes. Et vous n'avez pas ce temps de fatigue. Et ça se traduit dans les prix. Ça se traduit dans les prix. Si vous allez vers Songon-Kassamblé, vous trouverez meilleur marché, mais il vous faudra 3 heures pour être à votre lieu de travail. Donc, quelque part, le goudron, ça se mange. Ah non, ça, c'est important. Nelly Adobi, alors justement, vous, votre job, c'est de trouver en fait des appartements, des maisons pour vos clients. Tout à fait. Généralement, c'est quoi les griefs? Quels sont les retours qu'ils vous font? Alors, ou alors, je voulais poser la question autrement, quels sont les besoins qu'ils expriment? Quels sont les types de logements qu'ils recherchent? Alors, il y a tout type de logement. Donc, ça part du studio à la villa confortable. On a tout type de clients pour tout type de demande. On reçoit tout. Pour rebondir un peu sur ce que disait M. Afro, en fait, Abidjan est réputé comme une ville chère.
Aujourd'hui, on parle d'Abidjan en disant qu'Abidjan est cher. Et la réalité, c'est qu'en fait, l'immobilier, c'est un domaine, donc un facteur de développement économique, et qui est influencé par des facteurs tels que les flux migratoires, l'évolution démographique, la stabilité économique, politique, etc. Donc tous ces facteurs influencent l'immobilier et contribuent à augmenter les prix ou à les diminuer. Donc actuellement, avec la crise sanitaire, on n'est pas sur une baisse des prix en tant que tel, en tout cas dans certains segments de l'immobilier, parce qu'il y en a plusieurs, mais on est plutôt sur une stagnation. Effectivement, ça a évolué. Il n'y a pas eu baisse de loyer pendant la crise? Non, en fait, si vous voulez, si on s'en tient par exemple aux mesures gouvernementales, les propriétaires on leur a conseillé de négocier des remises à leurs locataires du fait de perte de revenus, etc. Mais on ne constate pas de chute brutale des prix pour l'instant. On est vraiment dans une stagnation, ça ne va pas augmenter. On n'est pas encore dans un crack immobilier, mais il faut reconnaître quand même que les grosses transactions commerciales ont baissé. On a moins de locations importantes, mais on a toujours des locations, on a toujours des ventes, ça continue. D'accord. Il y a toujours des gens qui demandent. Donc, voilà. Je voulais rebondir justement sur ce que vous étiez en train de dire. Je vais peut-être raconter un petit peu ma vie. Donc moi, ça fait 2 mois que je suis arrivée et du coup, je cherchais dans un certain secteur et des amis avaient visité ce bien 2 mois auparavant, auparavant que j'arrive. Il était à un certain prix, je suis arrivée, il avait baissé au moins de 400 000. Alors en fait, c'est vraiment des réductions au cas par cas. Si vous voulez, nous, au niveau de l'agence immobilière, on pense à baisser les prix lorsqu'on arrive à un délai de commercialisation qui est trop important. Normalement, on met un bien sur le marché, on se dit qu'en 1 mois ou 2 mois, il serait loué. Si au bout de 2 mois, il n'est pas loué, on accepte de négocier à la baisse. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est pas parce que le bien a été baissé qu'il a perdu de la valeur. C'est juste que peut-être que le propriétaire, en tant que tel, avait un besoin immédiat qui a fait qu'il a accepté une baisse plus importante. Donc c'est vraiment au cas par cas. Marius Komoué c'est pas général. Qui fait la tête. La réalité, c'est ça. Elle l'a dit. Elle venait d'arriver. Ouais. Elle a cherché une maison. Bon, aujourd'hui, s'adresser à une agence immobilière, c'est pas donné à n'importe quel citoyen. Ça, c'est un premier cas. Il faut le reconnaître. L'Ivoirien, même un enseignant, un simple enseignant du primaire, du secondaire, ne peut se permettre de s'adresser à une agence immobilière. Il se transforme lui-même en agent immobilier. Il va à la recherche de son loyer et il s'arrange avec les propriétaires. Les agences immobilières, c'est pour une classe sociale que nous qualifions de classe supérieure. Ah bon? Ceux qui ont beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens, mais ne demandez pas à un citoyen lambda dont les revenus sont en deçà de ce que moi j'essaie, au niveau national, de s'adresser à une agence immobilière dans la mesure où, avec une agence immobilière, vous payez non seulement les frais d'agence, mais vous payez également les frais d'enregistrement. Alors justement, pourquoi on a beaucoup de mal à appliquer ce que la loi a décidé, c'est-à-dire 2 mois de caution, je crois 2 mois d'avance et tout Rien n'est respecté du reste. Comment vous l'expliquez Alors, allez-y, allez-y. Au niveau de l'agence immobilière, donc je reprends un peu ce que dit Monsieur Komoué, je ne suis pas d'accord parce qu'effectivement, au niveau de l'agence immobilière, on a des demandes pour des quartiers populaires, on a des demandes pour des quartiers plus cossus. Donc l'agence immobilière s'adresse à tout le monde. D'accord. Après, l'histoire des honoraires que l'agence immobilière prélève, c'est toute une intervention qui est derrière. C'est un professionnel vers lequel on va, qui va nous rassurer, qui va nous garantir une transaction de sécurité, qui va nous conseiller utilement et nous aider à organiser notre recherche, etc. Donc c'est toutes ces démarches-là qui sont rémunérées. Il faut bien que vous existiez aussi en tant qu'entreprise. Exactement, on a besoin de nous. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit M. Komoué. Oui. Maintenant, à côté de ça, effectivement, nous, au niveau de l'agence immobilière Kalimba, par exemple, on a des biens à Koumassi dans le Remblai. D'accord. Et on a des biens aussi à Cocody-Danga, beaucoup plus chers. Donc voilà. Stéphane Afro. Oui, je dirais que ce qu'elle expliquait tout à l'heure, où il y a une baisse de prix dans un secteur, pour moi, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Je suppose qu'elle a cherché dans des quartiers où on a de plus en plus du résidentiel de très bon niveau. Ça, c'est un délit de faciès. Non, ce n'est pas un délit de... Quand vous avez la ristourne, le montant de la ristourne qu'elle a annoncé, on peut savoir d'où on vient. Bon, ok. Voilà. Ok, voilà. Je vous le concède. Okay. C'est intéressant d'ailleurs de savoir. Donc, c'est important. Ces dernières années, on a surinvesti dans l'immobilier de très bonne gamme. D'accord. On a surinvesti. Et la clientèle n'est pas complètement là.
Il suffit de regarder les immeubles vides dans des appartements vides dans des beaux quartiers de Danga, de la zone 4 et dans certains compounds de la Riviera Golf 4. On a surinvesti dans ce secteur-là. Et donc, ça se traduit aujourd'hui par des baisses de loyers ou par des absences de locataires parce que le marché n'est pas complètement là. Est-ce que l'offre, du coup, est plus importante que la demande ? Sur ce segment, on a surinvesti. Mais l'offre générale n'est pas plus abondante que... Voilà, dans les classes moyennes, vous n'avez pas de contraction de loyer parce que la demande est toujours là. Mais c'est peut-être dû au fait que l'intention du gouvernement, c'était d'abord qu'on mette l'accent sur les logements sociaux. Les opérateurs ont plutôt mis l'accent sur les logements économiques et de standing et se sont très peu penchés sur les logements sociaux. Pour les logements sociaux, de toute façon, on a eu une grosse discussion avec le gouvernement et le gouvernement lui-même est en train de changer sa posture. Le principe de base, c'est que l'État investissait dans les infrastructures collectives. VRD et tout ce qui va avec. Et puis le promoteur investissait dans la maison. Le problème, c'est que parfois l'État a été beaucoup en retard par rapport à l'investissement et forcément, il n'y a pas eu de sortie économique. Donc forcément, les promoteurs qui sont des privés qui se sont endettés auprès des banques sont allés vers des secteurs sur lesquels il existe moins de risques. D'accord. J'ai une question qui est toujours en suspens avant de passer à Pierre. C'est la question du respect quand même des exigences légales en termes de caution, de nombre de cautions, nombre de mois d'avance et tout. Ce n'est pas du tout respecté, comment vous l'expliquez ? Si, c'est respecté, en tout cas, si on passe par un professionnel du secteur. D'accord. Voilà, nous, on respecte strictement la loi, donc 2 mois de caution, 2 mois d'avance, 2 mois de délai d'avance pour des baux d'habitation. Et on a une législation, en plus toute récente, qui date du mois de juin 2018, qu'on est tenu de respecter. Et puis, au niveau de Kalimba, on appartient aussi à la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, la CEDAIM, qui, en tant que corporation professionnelle d'agents immobiliers agréés, nous oblige aussi à respecter cette loi-là. Donc c'est respecté à notre niveau. Stéphane voulait peut-être réagir. Pour moi, si dans certains secteurs économiques, vous avez l'impression que ce n'est pas respecté, il y a aussi une logique économique derrière. Mais la loi, c'est la loi. Oui, la loi, c'est la loi. Mais à un moment donné, on est des agents économiques, on doit se demander pourquoi des agents économiques raisonnable, essaye de contourner la loi. La caution sert à quoi ? À garantir le risque pour le propriétaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a garanti le risque pour le propriétaire ? C'est la question qu'on doit tous se poser. Si on avait garanti le risque pour le propriétaire, tout le monde serait en train de respecter la loi. Marius Koume ? En écoutant les professionnels du secteur, j'ai l'impression qu'on ne se trouve pas sur la même planète. Parce que les Ivoiriens qui nous suivent là même en rigolent peut-être dans leur propre salon. Ils sont Ivoiriens aussi, pour info. Évidemment, mais là, ils s'expriment en tant qu'opérateurs économiques. Et donc, on les extrait carrément de la masse populaire qui souffre naturellement pour acquérir une maison. Tant en location, en achat, même un simple terrain aujourd'hui. Simple terrain. Obtenir un terrain pour prétendre construire une maison, c'est un parcours du combattant. Non, mais ça dépend. Stéphane l'a expliqué. Tout dépend de la zone choisie. Si vous êtes dans une zone hyper achalandée, cossue, ça va coûter plus cher. Est-ce que le logement est décent ? Raisonner de cette façon, c'est faire erreur. Ah bon ? C'est faire erreur. Donc pour vous, à la Golf 4, il faut vendre le terrain au même prix que, je ne sais pas moi, quelque part. Quand je me retrouve à Songon, quand je me retrouve à Benjerbin, quand je me retrouve à Bassam, quand je me retrouve dans un certain périmètre autour d'Abidjan, on ne peut pas me vendre des maisons. Allez-y à Bassam, sur la route d'Abassam. Entre Modeste et Bassam. Mais demandez le coût des maisons en vente que vous voyez là-bas. Quel est le coût ? C'est pas réaliste. Sur votre chaîne de télé, eu égard au salaire qui vous est donné, combien parmi vous disposent d'une maison ou qui prétendent avoir déjà souscrit à une promotion immobilière sur cette chaîne de télé? Ils n'en sont pas nombreux. Et d'ailleurs, il n'en existe peut-être pas. Continuons le débat. Pour vous dire... Ça pour vous dire que le problème ne se limite pas seulement à vous. Chez nous, même organisation de défense des droits des consommateurs, depuis le premier responsable que je suis, jusqu'au dernier président d'association... Personne n'a souscrit à une opération immobilière. Personne n'a souscrit à une promotion immobilière. Non, j'en ai rien. Moi, je voulais... Dans le système même professionnel, au niveau de l'État,
Quand vous allez à la fonction publique, combien de fonctionnaires qui nous suivent assis dans leur salon, yeux dans le yeux, on se regarde, qui peuvent prétendre qu'ils ont souffert une promotion immobilière, ou même qui économisent dans le secret espoir. Ils ne trouvent même pas à manger tous les jours. C'est un combat pour lui, de nourrir les siens, de s'acquérir, et que de vouloir s'acquérir. C'est une prétention, et elle est juste. C'est pour ça que nous avons approuvé l'initiative des régimes passés, du régime du Houphouët-Boigny, qui avait mis un point exceptionnel. Nos aînés qui sont là et qui dirigent ce pays-là, beaucoup parmi eux ont un toit, parce qu'ils ont trouvé la politique du Houphouët-Boigny qui leur a permis d'avoir un toit. Avec la CICOJ, le groupement foncier et j'en passe. Mais aujourd'hui, l'État s'est désengagé du secteur, a confié le secteur à des opérateurs privés qui cherchent à nous manger tout ce que nous avons dans notre assiette. Ils ne viennent pas faire le travail de l'État à la place de l'État. Oui, c'est le businessman. Madame le disait tantôt, elle a une agence immobilière, elle paie des impôts, elle paie des taxes, elle paie du personnel, elle a des charges. Mais quand on lui confie, elle ne construit pas de maison, elle a une agence immobilière. Donc elle va à la recherche de disponibilité de maisons disponibles, de terrains disponibles, et elle propose à sa clientèle. Mais sa prestation doit être payée. Mais vous pensez qu'elle va le faire avec mes beaux yeux? Elle le fait en fonction de ses intérêts. D'accord. Monsieur, quand il construit sa maison, ce n'est pas l'État qui construit sa maison, il paye des charges, il a des impôts, il paye des terrains villageois, mais tout ça, mais que fait l'État lui-même? D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. On a compris. Parlant des logements sociaux, vous l'avez dit, on en reviendra. Oui, d'accord, on y revient tout à l'heure. Alors, en mettant de côté les opérateurs économiques que nous sommes, comme l'agence immobilière, il y a aussi le risque d'avoir tous les abus que l'État, justement, veut annihiler. Donc, les abus, les cautions de garantie de 5-6 mois, etc. Donc, les opérateurs économiques que nous sommes sont indispensables pour pouvoir aussi faire appliquer la législation qui est là. Non, croyez-moi, à ce niveau, nous sommes totalement en phase. Voilà, donc ce n'est pas juste une question de... Ce n'est pas juste une question d'honoraires, c'est une question d'avoir des professionnels fiables qui vont vous accompagner dans votre projet et qui vont tout garantir pour vous. Lorsqu'on a des recherches de terrain, par exemple, nous, au niveau de l'agence immobilière, on va s'assurer que le terrain est viabilisé, on va s'assurer qu'il y a des papiers, on va s'assurer... Toutes ces démarches-là, on les fait pour le consommateur qui pourrait se retrouver face à des escrocs. Il y a combien d'escroqueries dont on n'a pas parlé? Voilà, des personnes qui se retrouvent directement en lien avec des propriétaires et qui se font avoir. Donc notre rôle, il est indispensable et il est important. D'accord, j'aimerais quand même entendre Stéphane. Je vais avoir sur deux points. Sur le prix du terrain sur Bassam. Il faut, quand vous achetez le terrain aux villageois à 20 000 le mètre carré, si vous l'aménagez et vous faites toutes vos obligations, vous terminez à 60 000 le mètre carré commercialisable. Ça, c'est mathématique. On l'achète à 20 000 chez le paysan. Comment on fait pour arriver à 60 000 ? C'est mathématique. Donc, du village donc à l'ACD, il y a... Du village à l'ACD et au VRD là-dessus, vous êtes à 60 000. D'accord. Donc, il y a deux solutions. Soit on dit aux villageois, baissez. Et ça, pourquoi ils le feraient? Soit on accepte le prix du marché et c'est le prix. Et donc, on va être à 60 000. Et quand vous êtes à 200 mètres carrés, les 60 000 font 12 millions rien que pour le terrain. D'accord. C'est la première chose. La deuxième chose, la politique de l'habitat sous le président Houphouët, que j'admire plus que tout. Il y a des gens qui l'ont payé. C'est l'argent du cacao. Et ceux qui ont des parents paysans peuvent comprendre aujourd'hui que l'argent a été transféré du village vers la ville. Les gens de la ville ont eu des maisons. Il y a très peu de villages où on a fait de l'habitat économique. Donc, à un moment donné, il y a eu un transfert. Donc, ça aussi, il faut l'assumer. D'accord, très bien. On va assumer une chose, celle de marquer un break à ces conversations, à ces échanges. Là, on revient juste après la pub.
faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI ce soir. Encore une fois, nous évoquons la question de l'immobilier avec Marius Komoé, Nelly Adobi et Stéphane Afpro, respectivement président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, directrice générale de Kalimba et directeur général de Keidan Real Estate et Infrastructure. Avant de poursuivre sur la question de l'immobilier, on va parler du KIF. Oui. Du jour de l'INSEE. Ça parle de peinture. Et puis après, on fera peut-être une connexion entre peinture et immobilier, pourquoi pas, hein? Avec grand plaisir. Avec votre permission. D'accord, jingle. Allons-y. Aujourd'hui, je vous parle de Médéric Thuré. C'est un artiste ivoirien, c'est un peintre. Il navigue entre le street art et l'art contemporain. Il a un style assez unique, constitué d'un assemblage de journaux, de peinture acrylique, de peinture à huile. C'est un amoureux du style de Basquiat et également des compositions cubistes de Picasso. Ça se ressent d'ailleurs dans ses peintures. Ses fondations ont été vues à travers le monde, notamment également à la fondation Don Wahi, ici à Abidjan. Et très bonne nouvelle pour le peintre, puisqu'en 2021, il sera en résidence artistique à New York et en plus de ça, ses œuvres seront également visibles dans une exposition en Suisse, à Genève. Donc que des bonnes nouvelles pour le peintre ivoirien. Parfait. Good job. Félicitations. Thuré Médéric, il faut le rappeler, donc c'était essayé à la chanson, au rap à une certaine époque. Je ne sais pas si ça a aussi marché avec la peinture. Je ne pense pas. Vu ses peintures, vu ce qu'il avait fait musicalement parlant, voilà. Bon, on va lui poser la question. Derrière ses lunettes fumées qu'il arbore en permanence. C'est bien d'essayer. Oui, c'est bien d'essayer, ouais. C'est très bien. Marius, comme on n'a pas encore loué de maison, acheté des maisons, pourquoi penser à la peinture ? Non, tout ça va ensemble, parce que quoi qu'il en soit, la peinture aussi est un art. Okay. Croyez-moi, ça a toute sa raison d'être, et je suis un amoureux de la peinture. D'accord. Et Pierre ? On parle depuis le début de bulles immobilières qui se dégonflent, notamment à cause de la pandémie de coronavirus. Quand on commence à parler de bulles immobilières dans un pays, est-ce que ça veut dire que le marché est sain ou pas ? Non, le marché est sain. Le marché est sain, mais le marché a toujours des excroissances. Et le principe du cycle économique, c'est de dégonfler des bulles pour en recréer d'autres. Mais c'est comme un corps humain, et de temps en temps, il y a une maladie. Il faut juste pouvoir la soigner. Alors justement, est-ce que ces dégonflements de bulles, on arrive à le prévoir, le coronavirus, c'était pas possible, mais dans le secteur de l'immobilier, on s'attendait à ce que ça arrive, cette baisse des prix. C'était quoi les projections ? Non, sur l'habitat de haut de gamme, nous, depuis 3 ans, on le prévoyait. On le prévoyait parce qu'on avait une courbe du rendement locatif qui faiblissait. Et partout, quand vous avez une courbe des rendements locatifs qui faiblit, ça veut dire que la bulle va éclater. C'est-à-dire que vous rentriez, il y a 10 ans, vous aviez un rendement locatif dans la Riviera Golf 4 qui était autour de 9%. Il y a 3 ans, on était autour de 6%. Donc, on savait bien qu'on était vers la fin. Pour une raison simple, parce que les prix des terrains ont flambé. C'est cela. Et donc, forcément, si vous cumulez le terrain plus la maison, alors que les loyers ne montent pas de la même nature que ces dévolutions-là, vous avez un rendement qui baisse. Et si le rendement baisse, forcément, à un moment donné, là, la bulle va éclater. Alors ça, c'est bien pour le consommateur. Quand ça baisse, en quoi, finalement, c'est mauvais? Non, c'est pas sur tous les segments. Ouais. Sur le segment de la bonne gamme, il y a eu un éclatement de bulles. Mais sur le segment économique et de moyen standing, le marché est toujours là. Le marché est toujours là. Il ne croît pas aussi vite qu'on le souhaite. Il ne croît pas comme les dernières années, mais le marché est toujours là. Est-ce que le fait que les loyers soient élevés n'est pas surtout dû au fait que les propriétaires sont un peu gourmands, ils veulent rentabiliser sur une période relativement courte? Non. Globalement, sur Abidjan, les rendements locatifs sont entre 5 et 8%. C'est pas dans un pays où l'inflation est d'à peu près 3 ou 4%. C'est pas un truc... c'est pas étonnant. D'accord. C'est pas étonnant. Je voulais revenir, moi, Monsieur Komoé, sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le citoyen. Le salaire, le SMIC est de 60 000, c'est ça. Est-ce qu'avec 60 000, on peut avoir un logement décent? Parce que vous l'avez dit avec Kalimba, vous le faites pour toutes les bourses, mais avec 60 000, est-ce que le logement est décent? C'est pas évident avec Kalimba. D'accord. Merci de répondre. Non, je ne réponds pas à sa place, mais croyez-moi, j'essaie. Il est important qu'on sache ce qu'on entend par logement décent aussi. Qu'est-ce qu'on entend par logement décent? Un logement déjà avec des fenêtres.
OK. J'ai pu en visiter sans fenêtre. Sans Voilà, fenêtre, OK. oui. C'est peut-être le design aussi. Stéphane non, nous dira un que c'est logement un avec nouveau des type de fenêtres. maison. Construire une maison sans fenêtre. Voilà, Ok. un logement avec des fenêtres, Ok. avec toutes les commodités poulailler. sanitaires, toutes les commodités. Même le poulet, il y a des ouvertures. Mais hein. même encore. Ouais. Avec des commodités sanitaires. La loi enfin, impose Non, toutes les le façons. minimum. La loi impose que tout locataire doit jouir d'un logement décent. Décent. Donc ça, c'est une obligation légale. D'accord. Après, dans la réalité, il y a des propriétaires qui construisent sans l'aide de professionnels, qui le font un peu au feeling, c'est une réalité. Et donc, des fois, on se retrouve face à des Avec des énormités. bâtiments qui s'écroulent. Exactement, pas bien sans qu'on sache aérés, pourquoi. avec des fondations qui sont mal faites, etc. Et c'est tout ça, malheureusement, qu'on peut rencontrer. C'est un bon modèle. À 60 000, le tiers du revenu va servir à l'immobilier, c'est-à-dire 20 000. Sur l'année, c'est 240 000. Sur 10 ans, c'est 2,4 millions. Sur 15 ans, c'est 3,6 millions. Le calcul, il est vite fait. Le calcul est vite fait. Quelle maison, sans l'annuité, quelle maison on fait avec? Là, ce n'est pas une question qui est posée aux professionnels. C'est une question qui est posée à la société. Exactement. Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre société? D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre société? Ça, ce sont des choix. C'est des choix qui ne dépendent pas des professionnels du secteur privé. C'est des choix qui relèvent de l'ensemble de la société. Est-ce qu'on dit un logement décent subventionné par l'impôt, donc tout le monde doit accepter que ces impôts augmentent pour permettre de subventionner les couches les moins favorisées de la société? Soit on décide que chacun se débrouille et à 60 000, C'est pas possible. on n'a pas de logement décent. D'accord. C'est ça la réalité. Donc il faut une intervention de l'État si on veut que tout le monde soit Voilà. donc éligible. Mais l'État est intervenu avec les logements sociaux. C'est cela. Où on en est? On nous a invités à aller souscrire, à payer des Bon, cautions. tous ceux qu'on a invités, pour qu'on en parle, généralement ne sont pas venus. Je ne sais pas Mais pourquoi. parce qu'en fait, ils n'ont rien à vous dire. D'accord. Ils nous ont volé. Parce que nous, on ne veut même pas utiliser un autre mot pour faire un peu le politiquement correct. Ils nous ont volé. Parce qu'on peut pas, l'État ne peut pas se permettre de telles dérives. Imaginez un promoteur immobilier privé qui s'était permis une telle déviation. L'opérateur se retrouverait devant les juridictions compétentes. Mais quand c'est l'État lui-même qui est à la base Vous d'une voulez telle forfaiture... Vous allez traduire l'État devant la justice. Mais nous avons le pouvoir de le faire avec justement la loi relative à la consommation. Ouais. Mais vous savez également aussi la situation que nous traversons. Mais nous savons exactement, et l'État lui-même le sait avec ses décideurs, qu'il nous a grugés. D'accord. Dans la mesure où on vous invite à payer une caution. On vous invite à payer justement toutes les charges liées justement à cette histoire de promotion immobilière, de construction de logements sociaux. Mais des années après, non seulement on n'a pas vu nos maisons, pourtant on a souscrit, on a payé comme tout ce qu'on nous a demandé de payer. Il y a eu un gros... On ne nous a même pas Je remboursé. pense que l'État a beaucoup péché sur la communication, déjà autour de cette opération. Parce Nous, on veut qu'effectivement, même pas chercher. je pense Nous, que les on veut souscripteurs notre n'avaient pas argent. toutes les informations Ne et justifions pas les découvraient au dérives de fil du l'État. temps qu'il fallait encore d'autres L'État aussi décaissements peut et être tout, c'est astreint compliqué. devant les juridictions, peut rester en justice. Au même titre que n'importe quel opérateur véreux. D'accord. Là, l'État a joué son rôle d'opérateur Mais c'est véreux. promis, on vous invitera quand on recevra un responsable. Ils ne viendront pas. Ils viendront, ils viendront. Concernant cette question de loyer que les bourses faibles n'arrivent pas à payer ou d'immobilier auquel ils n'arrivent pas à accéder, est-ce que le principe de la ville forte qui concentre en fait au final toutes les activités n'est pas le problème? Est-ce que vous tablez aussi plutôt sur une décentralisation pour pouvoir alléger aussi cet accès à l'immobilier? Oui, il faut toujours savoir que dans les sociétés capitalistes, l'État structure et les agents économiques s'organisent autour. Exactement. L'État crée les conditions. Créer les conditions et les agents économiques privés s'organisent autour. La ville forte n'est pas forcément le problème. Paris est une ville forte, mais avec un réseau de transport qui permet aux gens de la 5e couronne en 1 heure d'être dans le centre de Paris. New York est une ville forte. Mais de New Jersey, vous arrivez à Manhattan, Central, voilà. Donc le problème, ce n'est pas la ville forte, c'est l'ensemble de la ville avec l'ensemble de ses commodités, y compris ses commodités de transport public. Parce que ça aussi, c'est important. On n'y est clairement pas là, ici, pour le moment.
Vous dites? On n'y est clairement pas, là. Il y a une volonté. On ne peut pas le nier. Il y a une volonté. Maintenant, est-ce qu'on en a les moyens? Il y a quand même des prémices. Non, hein, ce qu'il vient de dire, Faire le train urbain d'Anyama à Port-Boué et faire le train urbain demain d'Abou à Bingerville relève d'une idée forte qu'il faut soutenir de toutes nos forces. Absolument. Parce que c'est la seule solution pour sortir de là. Et d'ailleurs, sur ce projet, on parle l'État a de... une obligation dans le secteur. L'État ne Tout à peut pas fait. totalement et entièrement se désengager comme ça et laisser le secteur à la merci d'opérateurs privés. Venus de partout. Ah là, merci. Mais oui, parce que dur. la réalité, C'est dur. je le dis à la merci parce qu'en fait, ça les arrange. Dans la mesure Oui, où mais aujourd'hui, Nelly trouve que c'est dur. C'est très dur. Alors, merci. C'est très dur et c'est très dans tous les injuste. secteurs, Et- tout opérateur économique vous dira c'est dur. Mais dans après- les faits, Ouais. ils sont dedans depuis des années qu'ils partent. Hein. Et après, il y a une réalité, Oui. pour déconcentrer, un petit peu désengorger, en tout cas à Abidjan, c'est les bassins d'emploi. Donc les gens viennent à Abidjan parce qu'il y a de l'emploi. Absolument. Et parce qu'il y a de l'emploi, il y a de la spéculation. Donc si on a plus de bassins d'emploi à l'intérieur du pays, les gens vont se déplacer. Et les flux migratoires vont faire que ces zones-là seront plus intéressantes D'accord. pour y vivre. Quelles Ok. sont les nouvelles zones justement un petit peu prisées, enfin les nouvelles zones résidentielles où est-ce qu'il faut investir Est-ce que donc il y a Abidjan, mais est-ce que maintenant aussi on va un petit peu plus dans d'autres villes proches toujours d'Abidjan? De mon point de vue, hors d'Abidjan, la première zone, ça va être Yamoussoukro. Si on réussit la côtière, les 5 villes d'Abidjan à San Pedro vont redevenir des pôles, y compris des pôles touristiques importants. Mais sans la côtière, il n'y a pas Absolument. grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui est faisable. Aujourd'hui, la voie de l'Est fonctionne relativement bien. On voit bien ce qui se passe autour de la zone industrielle, un peu au-dessus, jusqu'à Adzopé. C'est cela. Et donc là, il y a une zone potentielle. Il y a également Boaké, qui est très demandé, notamment pour des bon terrains, pour des projets. Oui, D'accord. Tout à Ah, mais fait. justement, C'est quelles très sont les zones qui sont demandées en dehors d'Abidjan? en dehors d'Abidjan. Alors nous, à Kalimba, c'est principalement Boaké et Yamoussoukro D'accord. qui sont demandés. OK. Et vous savez pourquoi? Absolument. L'attractivité. Oui, voilà. Il y a pas mal de projets aussi immobiliers qui sont prévus, notamment à Yamoussoukro. D'accord. Donc, projets hôteliers, etc., qui donnent envie aux Non, mais Ivoiriens. Boaké, j'essaie de comprendre. Je sais qu'il y a de nouvelles usines qui sont en train de se créer, notamment avec la noix de cajou et tout. Mais bon, pour le reste, je ne sais pas. Ça reste un grand carrefour qui tout à a fait. perdu un peu de son attrait à cause des événements de 2002, mais qui reste un carrefour principal en Côte d'Ivoire. Donc, D'accord. Franchement, Les opérateurs retournent à Boaké. quand des infrastructures se mettent en place, ça redeviendra Et les nouveau infrastructures, c'est l'État. Voilà. D'accord. C'est la On route. se rejoint là, monsieur. Ah oui, C'est la route. c'est la route. Mais on dit qu'on c'est- ne mange pas goudron. Ah non, Oh non, attendez, si dans quelques années, si l'autoroute arrive dans Ouais. quelques années, je pense d'ici 2 ans, à Boaké, ça changera la C'est un boom pour la ville de la Boaké. physionomie de la ville. Absolument. C'est clair. Voilà, ça Après, changera. c'est vrai que les villes en périphérie comme Sangon, etc., sont extrêmement attractives. Et c'est vrai que là, le prix du marché commence à monter. D'accord. Voilà, dans ces zones-là. Est-ce que par, j'ai failli dire par effet par mimétisme, non, mais est-ce que on essaie davantage de se rapprocher des zones côtières, beaucoup plus que des villes de l'intérieur? Non, on a hérité. Traditionnellement, l'homme va toujours vers là où il y a pas l'eau, il forcément. paraît. Très économique. C'est simplement parce qu'on a hérité d'une économie coloniale où les ports c'était les zones d'échange. Donc c'est là que tout revenait. D'accord. C'est là que tout revenait et beaucoup de choses se sont construites autour de ça. Ok. Voilà. Maintenant, les États côtiers essayent d'avoir une approche un peu différenciée. Est-ce que vous êtes dans le secret des dieux pour nous dire le prochain step pour le gouvernement en termes d'investissement en dehors d'Abidjan? Mais on l'a dit, c'est-à-dire que Boaké, Yamoussoukro... Non, ce qui est prévu d'être fait. Mais Yamoussoukro. Yamoussoukro. Ok. Il y a de gros projets sur Yamoussoukro. On parle du transfert de la capitale, mais bon, jusque-là, Oui, non. c'est un rêve pieux, mais bon. Non, on a la limite de nos moyens. Au niveau d'Abidjan, bien sûr. D'accord. C'est ça. Voilà.
Il n'y a plus de terrain, surtout pour les revenus moyens. C'est plus difficile d'acquérir un terrain en vue de bâtir une maison pour quelqu'un qui a un revenu moyen à Abidjan. Donc aujourd'hui, si vous voyez tout le monde se rue sur Aboisseau, Bassam, parce qu'aujourd'hui, les gens logent à Aboisseau, ils quittent Aboisseau, ils viennent travailler à Abidjan. Donc c'est la route. Même Bassam commence Tout ça, c'est la route, parce qu'avec l'autoroute Abidjan-Bassam, si on pouvait l'étendre jusqu'à Aboisseau, mais ce serait l'idéal pour ceux qui ne peuvent plus avoir de possibilité de s'acquérir une maison avec leur modeste revenu, mais ils pourraient naturellement envisager de le faire. Donc il faut espérer que l'État ne se désengage pas et laisse l'affaire à la merci des opérateurs privés. L'État ne doit jamais se désengager. Mais vous savez, c'est l'un des secteurs les plus florissants du pays. Le secteur de l'immobilier. C'est ça, ça on sait. C'est des milliers d'emplois, c'est des centaines de milliers. Vous avez dit L'argent est dans la Troisième brique. pourvoyeur d'emploi. D'accord. Mais il y a peut-être aussi Après le secteur du commerce. Il y a peut-être aussi un souci au niveau des banques, parce que les banques ne prêtent pas facilement aussi d'argent. Pourquoi? Oui, mais ça, c'est l'État, tout ça. L'État doit pouvoir négocier. Oui, mais les banquiers vous disent, nous, pour pouvoir prêter, il faut qu'on soulève suffisamment, enfin, qu'on crée suffisamment d'épargne. Enfin, en gros, il faut connaître l'argent. L'avènement de la BHCI. Au-delà Cette banque, qu'est-ce qu'elle nous a apporté finalement? Au-delà de l'épargne aussi, Il n'est pas là avec le Canada. il y a aussi des données socio-économiques dont il ne faut pas s'extraire. Globalement, il y a 14 millions de gens en âge de travailler en Côte d'Ivoire. Il n'y a que 700 000 dans le secteur formel. Bon, quand vous prêtez à quelqu'un, vous attendez à ce qu'ils disent qui est son employeur. Et est-ce que son employeur a de la pérennité dans le système? Donc, on est en train de parler de 3%, ou 3,5% de la masse des travailleurs qui est éligible. Parce que les autres ne sont pas dans le secteur formalisé. D'accord. Voilà. Voilà, il nous faut inventer un nouveau concept. Et même pour louer des appartements, vous demandez des contrats de travail, c'est ça? Vous demandez de voir le contrat de travail de celui qui... L'idée, c'est d'avoir le maximum de garanties en termes de solvabilité. C'est ça. Voilà, c'est juste en termes de solvabilité. Et ceux qui n'ont pas de contrat de travail, certains d'entre eux fournissent des attestations de pension. Il y en a qui se portent caution pour d'autres personnes, etc. Il y a plusieurs moyens d'aider quelqu'un à accéder au logement. Pour avoir une maison en location. Oui. Ouais, mais parce que Kalimba ne va pas rouler à perte. Non, après, il y a une réalité. C'est qu'un propriétaire qui met son bien en location s'attend quand même à avoir un locataire qui paye son loyer. Absolument. Donc, lorsqu'on arrive sur des montants de loyer qui montent, il faut se sécuriser au maximum. On comprend. Voilà. Après, je ne vous cache pas qu'il est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui prennent des biens beaucoup moins élevés, 80 000, 90 000, où d'autres personnes se portent caution pour elles. Et ça se fait aussi. Ça, c'est possible. OK. Très bien. OK. Je vous enverrai de plus en plus de consommateurs. D'accord. Bon, voilà. Ils sont solvables, avec grand plaisir. Ils sont solvables. OK, très bien. Nous, en tout cas, en télé, pour être solvable, il faut qu'on ait beaucoup de pubs. Évidemment. Ce qui nous amène parfois donc à vous interrompre et aller à la pub. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte, dans tous ses compartiments. Et ce soir, vous télévivez la question de l'immobilier avec nos trois invités, Marius Komwe, Domoro Adobi, directrice générale de Kalimba, et Stéphane Afro, directeur général de Keidan Group Real Estate et Infrastructure. Pierre, vous aviez une... de savoir si, est-ce qu'au sortir de la pandémie, puisqu'elle touche l'ensemble de la planète, il va falloir s'attendre à voir des coûts qui vont augmenter, qui se répercuter peut-être sur le loyer, de la part de fournisseurs qui vont chercher à combler leurs pertes au sortir de la période? Non, je pense qu'il faut avoir une approche beaucoup plus globale. Le principe, c'est que la pandémie va laisser beaucoup d'entreprises sur le carreau et beaucoup de gens vont peut-être perdre leur emploi. Donc il y a une partie de la demande qui ne sera pas là. Et peut-être qu'on va, plutôt sur les mises en chantier des prochaines années, on va assister à un ralentissement. Ensuite, pour des États comme la Côte d'Ivoire, dans la bonne gamme, je pense qu'on va continuer à connaître une contraction
dans les biens qu'on a surproduits. Pour le reste, non. Je pense qu'on va rester dans les mêmes tendances. En fait, pour rebondir sur ce que dit M. Afro, la crise sanitaire n'a pas eu le même impact qu'en Europe. On n'a pas eu de confinement total, on n'a pas eu d'arrêt d'activité en termes d'immobilier. Du coup, on s'en sort un petit peu mieux. Même sur les produits, je veux dire, on achète quand même des choses qui viennent de l'extérieur. Il y a eu peut-être des ralentissements. Est-ce qu'on ne cherche pas à répercuter ces pertes-là sur les... Dans la construction, on a, surtout sur les usines chinoises, on a assisté à des fermetures d'usines le premier trimestre 2020, mais très vite, les autorités chinoises se sont débrouillées pour remettre l'outil industriel en route, parce qu'il y a des millions de gens dont la vie dépend. Voilà, c'est un peu pareil en Europe. On se débrouille pour éviter que l'appareil industriel s'arrête. On parlait de logements décents tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des surfaces minimales exigées par la loi, en deçà desquelles ou en dessous desquelles on ne peut pas louer, enfin, ou on ne peut pas vendre? Non, la réalité, c'est l'immobilier régulé, ce que l'État peut... sur lesquels l'État peut mettre la loi. C'est l'habitat social. L'État dit, en dessous de 150 mètres carrés de surface, vous ne faites pas. D'accord. Ce qui, de mon point de vue, on aurait dû être moins généreux. C'est vrai? Je redis la même chose. En 70, regardez le quartier ébrié d'Adjamé. C'est construit sur 80 mètres carrés. Et vous n'avez pas l'impression que les gens vivaient moins bien. Le Val-d'Oyen s'est construit sur 110 mètres carrés. Vous n'avez pas l'impression que les gens vivaient moins bien. Peut-être qu'on fait plus d'enfants aujourd'hui qu'hier? Non, pas sûr. Ah bon? J'ai pas la courbe de l'évolution du taux de natalité, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. D'accord. Donc, on amène des contraintes supplémentaires qui ont un coût économique sur des gens qui ont moins de revenus. D'accord. Voilà. Vous disiez quelque chose d'intéressant la dernière fois. Si tout le monde devait être propriétaire d'une maison, je pense que finalement, il ne resterait plus d'espace habitable. Donc, il faut plutôt privilégier de plus en plus des constructions en hauteur. C'est bien ça? Oui, la solution, c'est de privilégier des constructions en hauteur, mais elles ont aussi leurs contraintes. Il faut apprendre à vivre ensemble. Absolument. Un terme qui est à la mode, vivre ensemble. Si on ne sait pas vivre ensemble, très vite, c'est... Problématique. On a eu deux situations sur la Côte d'Ivoire. Jusqu'en 90-91, l'État qui en était le promoteur a fait pour l'essentiel les tours de la Riviera, des deux plateaux, et des 220 logements. Bon. Mais il n'y a pas eu de syndic de copropriété. Absolument. Donc, les gens, on allait arriver à la question du syndic. Quand les gens sont sortis de là, ils ont dit « Ok, mieux vaut chez moi que chez tous. » D'accord. Voilà. Et donc, c'est quoi la solution? Alors, il faut des syndics, il faut réguler peut-être aussi ce secteur-là? Mais ça a commencé. Ça s'impose. Ça a commencé, hein, bien évidemment, même au niveau des tours de la Riviera Golf. Au départ, on était sur des syndics bénévoles, faits par les locataires. Les locataires, Et maintenant, les propriétaires s'impliquent beaucoup plus. D'accord. Mais c'est parce que je pense que les gens n'imaginaient pas, une fois qu'ils devenaient propriétaires, qu'ils allaient devoir payer des charges en plus. Et des fois, on se trouve face à des propriétaires qui ne comprennent pas l'intérêt de participer, enfin de collecter des appels de fonds. Quand on a quelqu'un qui est au rez-de-chaussée qui nous dit « j'utilise pas l'ascenseur », donc je n'ai pas à payer des charges d'ascenseur. Absolument. C'est sa logique, mais à un moment donné, c'est une copropriété, il faut que tout le monde participe pour l'intérêt général. D'accord. Donc nous, depuis 10 ans, on est vraiment sur une activité de syndic de copropriété et on essaye petit à petit d'amener les propriétaires et je pense que les promoteurs commencent à le faire aussi. Dans différents programmes immobiliers, ils imposent immédiatement un syndic pour justement faire en sorte que l'aspect des maisons reste toujours intéressant, reste toujours de bonne qualité, etc. Parce que sinon, chacun fait un peu ce qu'il veut. Vous voyez, dans cette promotion immobilière, Sicogi ou Sogefia, les maisons ne se ressemblent plus. Ça, c'est l'affaire des consommateurs, pour le coup. Tout à fait. Là, vous avez l'occasion maintenant de taper sur les consommateurs. Non, pas forcément. Hein? Il n'y a pas que les entrepreneurs véreux. Voilà. Non, pour dire vrai, les questions des syndics doivent relever également de l'État? Non. Ah bon, oula. Non, pas forcément. J'ai eu peur. Parce que... mais tout de même, il faut le rappeler. Tout de même, il faut rappeler que cela devrait être régulé. Et tout ce qui concerne la régulation d'un secteur relève de la compétence. D'accord, il ne faut pas que l'État laisse tout ça à la merci des consommateurs. Non, pas forcément. Je veux dire,
quand elle me dit, par exemple, quand elle dit plutôt sur ce plateau qu'au niveau des syndics, un locataire qui est au rez-de-chaussée, qui se refuse de contribuer à l'entretien d'un ascenseur, il n'aura rien compris. Dans la mesure où, en dehors de lui qui habite au rez-de-chaussée, il arrive que lui-même et les siens prennent l'ascenseur pour aller rendre visite à d'autres qui sont au supérieur. Ou pour aller sécher les habits sur le plafond, Donc, le toit. alors, entretenir un ascenseur, ça va... Donc, quand on dit qu'il faut repeindre l'immeuble, il faut repeindre tout le bâtiment, et que certains se refusent à le faire, mais c'est la question du savoir-vivre. La question du vivre ensemble. Et ça encore, on n'a pas besoin de l'État, on n'a pas besoin de... Ah, enfin, pour une fois. Non, on n'a pas besoin. Oula, l'État est sauvé. Mais après, il y a une réalité aussi. Après, il y a aussi une réalité, c'est que beaucoup de propriétaires, notamment au niveau de la Riviera Golf, ont bénéficié à l'époque de location-vente. Exactement. Et maintenant qu'ils sont à la retraite, c'est des personnes qui n'ont plus les moyens qu'ils avaient avant. Donc quand on leur demande de participer au ravalement de façade, ils n'ont pas les moyens. D'accord, mais vous parlez de la Riviera Golf, c'est bien parce qu'ils ont bénéficié d'un soutien inattendu du gouvernement. C'était à la faveur du sommet UA-UE, où du coup le gouvernement a dû repeindre tout le bâtiment parce que c'était sur le chemin des chefs d'État qui devaient défiler. Il fallait rendre les bâtiments jolis. Un bâtiment ne devrait pas causer un problème pour des locataires. Ah, si, ça coûte cher quand même. Hein. Les propriétaires, Oui, ça coûte cher, mais... Non, pour des propriétaires. mais c'est important. C'est toujours le problème de la vision du promoteur de départ. Ça peut être imposé ou pas, comme c'est fait ailleurs, le ravalement des façades, de façon périodique. Oui, mais pour ça, il aurait fallu que... Je ne suis pas convaincu que si l'État n'était pas dans une situation de quasi-crise et obligé par les syndicats, il aurait vendu le patrimoine aux locataires dans les années 90. D'accord. C'est la pression sociale qui a obligé l'État à se dessaisir de ce patrimoine-là, dans des conditions, voilà, avec quasiment le couteau sous la gorge. Voilà. Le problème, c'est que le programme n'avait pas été fait pour ça. Et donc, les coûts qui résultent de la gestion de ce patrimoine-là ne peut pas être aujourd'hui supportés par... c'est ça la réalité. Un immeuble tel que les immeubles qu'on a à la Riviera, si on repartit les coûts de gestion, la plupart des gens vont vendre leur appartement. D'accord. C'est ça aussi la réalité. Ok, ils n'ont pas vu venir. Ils se sont tous jetés à corps perdu sur l'acquisition. Je pense qu'à la matière, le régime actuel, le régime qui ça fait nord-coréen, ça, régime. devrait pouvoir... Vous avez des mots assez forts quand même. Régime, C'est un régime. consommateur. Je suis âgé des services publics, je suis syndicaliste. Ouais. Ça, on le sait. Ça, on le sent, on le voit et on a pu le noter. Parce que, en fait, pour réaliser de telles ambitions, il faut véritablement un régime. On a vu le cas avec toutes ces populations qui ont été déguerpies sur la voie de Bassam. C'est ça. En bordure Donc, de à un moment donné, il faut des décisions courageuses. Il faut taper du poing sur la table. Ça suscite, pour nous, défenseurs des droits et protecteurs des intérêts du consommateur, si ça suscite naturellement appréhension, si ça suscite acrimonie et souvent même des angoisses, il n'en demeure pas moins que l'État doit être fort. Et l'État doit se donner les moyens de mettre en œuvre des décisions pour le bonheur de la communauté. Parfait. D'accord. Bien noté. Merci, Marisco. On va marquer une pause, la toute dernière. Juste après la pub, on vous dira merci d'être passé par la télé d'ici. Et puis ensuite, ce sera le live. À tout de suite. Ce sera le tout dernier virage de cette émission consacrée ce soir à la question de l'immobilier. On va terminer avec un dernier tour de table. J'aimerais quand même vos avis, rapidement, si vous le pouvez en tout cas, sur ces drames qui pratiquement tous les ans affectent la communauté nationale. Ce sont ces bâtiments qui s'écroulent, des bâtiments visiblement construits de façon anarchique. J'aimerais quand même l'avis du consommateur, l'avis aussi des experts des questions immobilières. Marisco Moué. Encore là, vous allez peut-être penser que nous allons un peu trop fort. Mais la réalité, c'est que c'est l'État. On ne peut pas, dans un pays, vivre en laissant les gens faire tout et n'importe quoi à la fois.
surtout lorsque cela endeuille des populations, endeuille des familles. Nous le savons très bien. En Côte d'Ivoire, comme dans tout autre pays, pour construire une maison, cela répond à des règles. On ne se lève pas dans un quartier au regard du lotissement, au regard même de la superficie même du sol. On ne peut pas se lever pour venir construire, par exemple, un immeuble 1+4 si l'endroit où nous avons cette prétention de construire cet immeuble ne répond pas à accueillir une telle construction. Donc pour vous, c'est l'État. Mais si l'État laisse faire, vous avez des services de l'État en charge de réprimer ces gens pas seulement réprimer, mais contrôler aussi avant, pendant la construction et à la livraison. Même au niveau des mairies et tout ça. Vous avez des services spécialisés, mais on laisse faire eu égard à la corruption galopante. Les gens sont dans les administrations, dans des vestes yougou-yougou, comme on le dit chez nous. Ils font tout et n'importe quoi. Et c'est le gouvernement qui endosse les responsabilités, qui en paye le plus lourd tribut. Pourtant, nous avons des fonctionnaires payés par nos impôts qui doivent assumer leurs charges. Et qui ne sont pas forcément toujours dans les vestes yougou-yougou. Hein. Souvent, c'est les vestes aussi... Je l'ai dit, parce que c'est des consommateurs. Et ils savent bien qu'ils sont fautifs. Et ils sont à la base, justement, de la plupart... Vous avez même un service de l'administration, l'Office national de la protection civile, l'ONPC, qui doit aussi jouer son rôle. Vous avez tellement de services. En Côte d'Ivoire, nous avons tout. Nous avons des textes de loi, nous avons des hommes, nous avons des services. Mais l'applicabilité des décisions reste encore à désirer. Au revoir. Nelly Adobi? Alors moi, je suis extrêmement choquée par ce genre d'image parce que déjà, je pense que c'est une des causes aussi du besoin de logement et du déficit qui est actuellement en Côte d'Ivoire, enfin qui a depuis quelques années. Et là, on parle d'immeubles qui s'écroulent, mais je pourrais faire le parallèle avec les biens qui sont complètement inondés. On a eu des inondations aussi l'année dernière, etc. Et voilà, pour faire un parallèle, il faut confier la construction à des professionnels qui vont être respectueux de la réglementation. On a un code de la construction là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a été mis à jour. Il faut appliquer les règles. Et lorsqu'on n'applique pas les règles et qu'on fait la course à la rentabilité immédiate, on se retrouve malheureusement dans des situations où on construit sur des réseaux d'assainissement, on construit sans prendre en compte les règles d'urbanisme. Et malheureusement... Et ça pose problème. Stéphane Afro, qu'est-ce qui est en cause et quelle est la solution ? Le dispositif législatif existe. Les services publics existent dans l'État central et dans l'État décentralisé. Exactement. Il faut faire appliquer la loi. D'accord. Il faut la faire parce que ce n'est pas l'honneur de l'État. Ce n'est pas l'honneur de l'État. Très bien. Stéphane Afro, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci. Nelly Domoro Abobi, merci d'être passé. Merci à Marius Komwe. Merci à l'INSEE et à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier donc ces sportifs de l'Union Sportive Club Zieboulou qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. On ne va pas terminer cette émission sur ces notes très inquiètes, ou ces notes sombres, mais plutôt sur des notes de musique qui vont forcément vous emballer et qui ne vous laisseront aucunement passibles. C'est la T-Band, l'orchestre résident, qui nous reprend ce soir deux titres, donc forcément connus, Kingston Town de UB40 et Another Day in Paradise de Phil Collins. On se retrouve une autre fois. D'ici là, take care, la T-Band, right now.
Daphné, Andy, Enoch, Junior, Kevin, Vivien, Geoffroy, la Tiben, merci de l'applaudir. Good job. Another day on paradise. Another day where? Oh, really?